Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Objectif Résultat. Je m'appelle Jean-Christophe Pack et aujourd'hui je suis en compagnie de William Detry qui est le cofondateur de la startup belge Compliment. Alors William, merci d'avoir accepté cette interview et bienvenue sur le podcast. Et aujourd'hui du coup, je t'invite pour que tu viennes nous partager un peu l'histoire de Compliment et aussi voilà, qu'est-ce que c'est puisque moi, comment je vois cette entreprise-là, cette startup, c'est vraiment une manière de révolutionner le complément alimentaire tel qu'on le connaît de base. Et donc voilà, ici pour commencer, est-ce que tu peux un peu expliquer qui tu es, quel est peut-être ton parcours professionnel avant de lancer Compliment? Yes, salut Jean-Christophe. Tout d'abord, un grand merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Je suis super content d'être là. Du coup, moi qui je suis, je suis William Detry. J'ai 27 ans, j'habite à Bruxelles et je suis le CEO et le cofondateur de Compliment, comme tu le dis. Compliment, on fait des cures personnalisées de compléments alimentaires et l'idée, c'est d'apporter un petit peu plus de transparence et de facilité dans ce marché du complément qui est assez opaque pour le consommateur. Top. Alors je sais que avant d'avoir lancé Compliment, tu as lancé une première startup qui a bien fonctionné. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de quoi il s'agit au niveau de cette entreprise et pourquoi ça a été un succès? Ouais, tout à fait. Donc, en gros, pour aller un peu plus loin dans mon profil, de base, j'ai un profil d'ingénieur commercial. Donc, j'ai étudié à Solvay avec un de mes meilleurs copains qui s'appelle Victor Bouls. Et en fin Mhm. d'études, en fin de master, en fait, on a eu la chance de pouvoir avoir un cours d'entrepreneuriat qui était assez bien fait et dans lequel on devait lancer une aventure, essayer de lancer un projet. Donc, on s'est lancé sur Share My Park, qui était un Ok. Airbnb de parking donc où tout particulier pouvait louer sa place de parking quand il l'utilisait pas et en fait en faire une source de revenus complémentaire. Et alors je pense que les facteurs de succès, c'est numéro un d'avoir eu beaucoup de temps et aucune pression à la sortie de mes études. Donc j'étais encore durant mes études, j'ai lancé le projet, j'ai fait un MVP pour essayer de prouver que ça fonctionnait. J'ai appris ce que c'était de faire un MVP et de faire de l'attraction sans avoir de produit derrière. Un Ok. MVP, c'est Minimum Viable Product pour ceux qui connaissent peut-être pas le terme. Je pense que les forces de ce projet, j'en verrai plusieurs. La première chose, c'est comme je t'ai dit, se lancer jeune, sans aucune contrainte. C'était quand même plutôt facile. À la sortie de l'université aussi, parce que pour onboarder mes associés, c'était facile. On a commencé ce projet avec Victor, mais aussi avec deux développeurs qui sortaient, Ok. qui étaient un peu dans le même timing que nous, qui savaient pas trop non plus exactement ce qu'ils allaient faire. Et en fait, ils prenaient aucun risque à se lancer avec nous dans le projet, à tester minimum 6 mois, voir si ça prend pas. Et c'était une bonne période en fait. Hein. C'est toujours un challenge, je trouve, de trouver des bons associés, de trouver des développeurs, surtout quand on est un peu dans la tech, c'est clé au début. Et Ah ça a ouais. été vraiment une grosse chance pour nous d'avoir deux devs qui commençaient avec nous et qui sont lancés en tant qu'associés avec nous. Euh, je crois que ça a été un gros facteur de succès aussi. Je pense que dans une boîte qui était 100% tech, le Airbnb de parking, on avait un site, mais aussi deux apps iOS et Android. Avoir la tech en interne, ça a changé la donne. Parce qu'il n'y a rien à faire, tu testes, tu retestes, tu fais des erreurs, tu comprends pas Ah trop, ouais. et si tu dois le financer en externe, c'est vachement compliqué. T'es moins pris en Euh, otage par des partenaires externes du coup. C'est surtout ça. ouais, t'es moins pris en otage. Et puis c'est vrai que quand voilà, tu lances un projet, t'as pas spécialement les fonds. Dans notre projet, c'est pas comme, c'était pas le projet sur lequel tu allais rapidement signer des gros contrats qui te ramènent du cash nécessaire pour financer Mhm. de la tech. Du coup, l'internaliser, je pense que c'était une bonne idée de le faire directement. Et puis, peut-être que le dernier facteur de succès, c'était vraiment de garder cette liberté en tête qu'on avait appris, c'est rien n'est figé, quoi. C'est pas parce que vous créez un projet que vous l'imaginez, ok, trop chouette, on va louer les places de parking des gens quand ils l'utilisent pas, que ça allait fonctionner. Et en fait, on a rapidement pivoté vers un modèle un petit peu plus B2B2C, où on a en fait Mhm. commencé à louer des places de parking, des supermarchés, des hôtels, qui étaient en fait beaucoup plus faciles en termes d'offres à convaincre que le particulier où tu dois aller one by one et où en fait tu avais aussi beaucoup plus de problèmes opérationnels parce que de temps en temps un gars te disait que sa place de parking il était libre, je sais pas moi, de 19h à 22h, il avait oublié qu'il l'avait listé et il était occupé, Ok, ce qui ouais. crée des problèmes opérationnels alors que tu vas chercher un supermarché, il est fermé à 19h, son parking il est libre et donc on s'est un petit peu cherché, on a été se mettre proche des zones d'événements,
où il y avait beaucoup de pression en fait. Donc les salles de concert, des proches de forêt nationale, des stades de foot, du Standard, de Rect ou quoi. Et là, ça avait bien fonctionné. Mais voilà, je pense que les facteurs de succès, ça a été une création assez rapide, internaliser la tech avec nous en interne, et c'est cette flexibilité de pouvoir pivoter sans trop s'attacher à notre idée, à nous dire ok, on va faire que du peer-to-peer, c'est ça qui fonctionnera. Heureusement qu'on a rapidement shifté vers un modèle un peu plus B2B2C. C'est ça, vous n'êtes pas tombé trop amoureux non plus de votre produit initial. Vous avez pu shifter en fonction du marché, de comment il se comportait, etc. Et ça, c'est cool. Ouais. Mais en soi, cette idée, ce projet, il est vraiment super intéressant. Juste, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est devenu chez MyPark? Alors chez MyPark, on l'a revendu à une société Mhm. irlandaise qui s'appelle Park PNP en 2018. Donc on avait lancé en 2016 à la sortie de mes études, on l'a revendu en 2018 assez rapidement. Euh, voilà, et aujourd'hui c'est opéré par cette société Park PNP qui a encore même pivoté le modèle. Aujourd'hui, ils sont plus dans l'optimisation en interne des places de parking pour Ok. société. Donc Ah ouais, ok. le Je parking, dis pas c'est la un même chose, ouais. marché. Non, le parking, c'est un marché compliqué. C'est un marché qui est voué en fait un peu à s'éteindre en ville parce Hmm. que les politiques de mobilité évoluent. C'est de plus en plus, on va sur des moyens de locomotion un peu plus, sur une mobilité un peu plus douce, le vélo, les Oui. transports en commun. On supprime de plus en plus de places de parking et puis je pense que les citadins évitent aujourd'hui d'acheter une voiture et du coup le problème disparaît. Mais un problème qui est encore, c'est pour tout ce qui est bureau, ils ont peu de places de parking et donc ils avaient, et à la fin en fait du shift quand on a bossé pour eux, on était passé sur une solution où tu pouvais en fait optimiser en interne tes places de parking en te disant ok, j'ai je sais pas moi, j'ai 100 employés mais j'ai 80 places de parking, comment je vais faire? Ben, en fait avec le télétravail et les vacances, on a toujours certains qui sont là, d'autres qui sont pas là, et tes 80 places de parking sont amplement suffisantes à partir du moment où tu as un système de gestion en interne qui fonctionne bien. Hmm. Et c'est vers ça qu'ils sont développés aujourd'hui par PNP. Et c'était le produit qui fonctionnait le mieux à partir du moment où ils nous ont racheté, même si voilà, la partie toujours location de parking utilisée fonctionne, mais le modèle SaaS est toujours attrayant et plus scalable encore. Donc c'est vers ça qu'ils sont allés. Ouais, c'est cool. Bah, ça doit faire bizarre comme de voir ton projet évoluer comme ça, non? Euh, ouais. Bah écoute, d'un côté c'est bizarre. Ce qui est plus bizarre, c'est surtout de revendre et de passer de la Ouais. position de founder en fait, employé de quelqu'un d'autre. Ça c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as tes routines, tes habitudes, ta façon de fonctionner, tu t'adapter à quelqu'un d'autre. Après, dans l'évolution du marché, je pense que c'est un bon move ce qu'ils ont fait de shifter. On les a aidés à fond dans la transition parce que, bah, de nouveau, je te dis, on avait de la tech en interne, donc c'était assez facile. Et je pense que c'était un très bon move de leur part parce que, comme je t'ai dit, le parking c'est compliqué. Je pense que c'était surtout une histoire de levée de fonds. Au final dans l'industrie parce que c'était les gros acteurs qui pouvaient aller à chercher les coûts d'acquisition de nouveaux parkings et de nouveaux utilisateurs C'est ça. de manière plus agressive. Et nous, ça a aussi été un driver dans la décision de la vente parce que le marché était quand même assez saturé au niveau européen, pas au niveau belge. Euh, et du coup, c'était plus intéressant de s'intégrer à un acteur qui avait les capacités financières de bien développer la boîte plutôt que rester seul en Belgique. C'est ça, OK. Donc voilà, c'était parti avec une excellente expérience après, cette revente et tu as rebondi dessus pour pouvoir lancer un autre projet qui est Compliment, du coup. Ouais. Comment ça s'est passé? Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Compliment un peu plus en détail? C'est quoi le concept? C'est quoi l'USP, donc la proposition de valeur? Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, compliments, je l'ai dit au début, mais c'est des Ouais. cures personnalisées de compléments alimentaires. Surtout si on a un peu de temps, je viendrai amener une boîte pour que ça OK. parle un petit peu plus et que les gens le voient de manière visuelle, parce que c'est pas toujours facile. En gros, l'USP pour nous, c'est vraiment de faciliter l'accès aux compléments alimentaires qualitatifs. Et l'histoire, elle est OK. très simple. Comme je te dis, on a revendu chez MyPark en 2018. On a dû bosser pour cette boîte durant 8-9 mois.
Et ce qui s'est passé, c'est que c'est fort lié à une histoire personnelle. Mon père a fait un AIT en août 2018. Ils ont dû lui mettre un stent en fait parce qu'il avait trop de Hmm. cholestérol, le sang passait plus très bien. Et il a été soigné par un docteur Résimon, qui pratique la médecine fonctionnelle, qui lui a dit de ne pas prendre ce qu'on lui avait prescrit. On lui avait prescrit des statines. Ok. C'est un médicament qui fait diminuer le taux de cholestérol, mais qui malheureusement a pas mal d'effets secondaires, dont des maladies neurodégénératives comme de l'Alzheimer, des troubles musculaires. Et en gros, ce fameux docteur Résimon lui a dit que voilà, son taux de vitamine D était super bas, qu'il manquait de coenzyme Q10, que son ratio d'oméga 3 était beaucoup trop faible et qu'il fallait peut-être essayer une autre approche plutôt que les statines. Et pour moi, en fait, en tant qu'entrepreneur, ça m'a un peu ouvert les yeux. Parce que, pour être franc, le complément alimentaire, avant ça, j'y croyais pas trop. J'avais Ok, ouais. vraiment l'image d'un produit plutôt marketing à connotation Hmm. bullshit, quoi. Donc moi, le complément alimentaire, je voyais ça plutôt comme les produits qu'on va vendre en salle de sport. Le produit, j'avais un peu cette image Herbalife, je sais pas si tu vois, de Ouais, ouais, je vois très bien. produits un peu vendus par des charlatans. Et là, d'un coup, je me dis, waouh, en fait, le complément alimentaire, c'est quelque chose de réellement utile. Mon père, ben voilà, heureusement, il a été sauvé, mais ça aurait pu être nettement plus grave pour lui. Et en fait, il est ultra carencé en vitamine D. Il doit prendre plein d'autres produits, mais je sais pas trop ce que c'est. Et je me rends compte que dans l'industrie, il y a un gros manque de transparence. En fait, c'est super difficile de savoir ce dont on a besoin réellement. Est-ce que j'ai besoin de vitamine D, vitamine C, d'oméga 3, de zinc? C'est super dur de savoir la qualité du complément. Donc, en fait, Mhm. dans le complément alimentaire, tu peux vraiment, tu as une échelle de qualité qui est gigantesque. Quand tu regardes en pharmacie, tu as 80% des produits qui sont vendus, qui sont des produits qui vont pas réellement avoir de l'impact, quoi. Tu vois, qui vont juste être vendus parce que, il y a une allégation santé qui dit que ça va réduire ton stress ou améliorer ton immunité. Mais derrière, si tu regardes la formulation, c'est pas quelque chose de très qualitatif. Et Hmm. puis, dernier point pour moi qui était important, c'est que mon expérience en tant que consommateur, quand j'ai acheté des compléments alimentaires, j'achetais un pot pour mes examens typiquement de magnésium. J'allais jamais au bout de ma cure. Au final, dans ma cuisine, j'ai 3, 4, 5 boîtes qui s'empilent. Je Euh, vois bien le je, genre. je- ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ça. Donc, on s'est posé, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faciliter cette expérience vraiment en termes de consommateur et parallèlement apporter un produit mais hyper qualitatif et faciliter l'accès aux consommateurs. Et donc, pour en revenir à Compliment, comment ça fonctionne, ben, tu arrives sur notre site, tu passes un questionnaire en ligne qui fait une cinquantaine de questions. Est-ce que tu as des problèmes de stress, de sommeil, de digestion? Comment tu vis? Comment tu manges? Est-ce que tu manges assez de poissons gras? Est-ce que tu t'exposes suffisamment au soleil? Et sur base de l'ensemble de ces paramètres, on va te recommander en fait des compléments adaptés à ton profil. On te propose aussi Mhm. facultativement une consultation gratuite avec une nutritionniste chez nous qui va essayer vraiment de comprendre ton profil et de te recommander les produits adaptés par rapport à ton hygiène de vie et ton mode de vie. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on va te livrer mensuellement une box avec 30 sachets et dans chacun des sachets, tu auras les compléments adaptés à tes besoins. Et donc par exemple, toi ta cure Jean-Christophe, ça pourrait être magnésium, vitamine D, zinc et mélatonine. Et moi, ça pourrait être, je sais pas moi, du curcuma, un produit comme du ginseng pour de l'énergie et du zinc. Donc on personnalise vraiment à 100% pour chacun. Et ce qui est facile, c'est que tu as un petit sachet quotidien à consommer qui répond en fait à ce besoin. Et pour s'assurer de la qualité du produit, parce que c'est vrai que c'est une industrie, ça peut paraître étrange que je sois lancé dans le complément alimentaire, on s'est associé avec le président de la Fédération du complément alimentaire, qui s'appelle Gilles Gernet, Ok. qui nous a aidé à sélectionner vraiment pour chaque complément un laboratoire qui allait produire les formules les plus biodisponibles, c'est-à-dire les formules qui vont être les mieux absorbées. Si on prend l'exemple du magnésium, qui est un complément que beaucoup de gens ont déjà pris dans leur vie, pardon, tu peux avoir de l'oxyde de magnésium qui va être la forme que tu vas le plus retrouver sur Amazon et en pharmacie. C'est une forme où tu auras 4% d'absorption, ou tu peux aller travailler sur des sels de magnésium qui ont une absorption nettement supérieure, comme du bisglycinate ou du glycérophosphate. Et ça a été son job, quoi. Tu vois, ça a été vraiment de se dire, OK, pour Ah, chaque ok. formule, pour chaque complément qu'on va vendre, on va chercher le best in class, on va travailler sur des formules clean, on va travailler sur des laboratoires belges et locaux, et on va vraiment essayer de travailler sur un produit
qui sera bien formulé et qui aura de l'impact. Moi, ma charte de qualité, entre guillemets, c'est de lui dire, OK, tu lui vends un produit que je peux recommander à mon père, que je peux prendre moi aussi, et Hmm. sur lequel il y a en fait des études cliniques qui prouvent qu'il y aura une certaine efficacité. Et lui a été super utile pour nous pour vraiment faire voilà, cette sélection de produits, de producteurs, avoir un bon sourcing et s'assurer qu'on ait des bons produits qualitatifs. Nous, derrière, on s'est plutôt assuré au niveau tech de se dire, OK, comment on va construire ce questionnaire, comment on va recommander et comment on va faire pour que cette expérience soit fluide, ça fonctionne au niveau opérationnel, pour que le consommateur final il ait une expérience qui soit vraiment très simple, avec une vision chez nous de se dire, OK, on pense qu'aujourd'hui, au vu de notre alimentation et au vu de nos rythmes de vie, même en mangeant de manière équilibrée et variée, il est impossible d'apporter à son corps l'ensemble des nutriments essentiels pour fonctionner correctement. En fait, on est quasiment tous carencés. En Belgique, 90% de la Mhm. population est carencée en vitamine D, 75% de la population est carencée en magnésium, et il faudrait tous se supplémenter de la bonne manière. Et la vision, c'est qu'un jour, en fait, au même titre que tu déjeunes le matin, bah, tu prends ton complément alimentaire et ça devienne quelque chose de normal et un réflexe du quotidien. Et pour que ça devienne un C'est réflexe ça. du quotidien, on croit que ça doit être personnalisé, que ça doit être super qualitatif pour que ça ait un impact, et ça doit être facile à intégrer. Et Tout à fait. Ouais. voilà un petit peu ce qu'on fait. J'étais un peu dans les détails, mais Ah voilà. bah c'est cool, c'est cool. Mais et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a quand même une histoire avec une raison assez forte dans la création de ta boîte. Le fait que c'est touché, voilà, ton père, qui avait une raison de santé, qui a fait que tu t'es dit, bah tiens, les compléments alimentaires, alors que j'y croyais pas avant, en fait, c'est quand même utile. Et que finalement, tu t'es Ouais. lancé dans un truc qui, au départ, jamais t'aurais pensé le faire. C'est ça Non. qui est assez intéressant dans cette histoire. Ouais. Après, c'est vrai que le domaine des compléments alimentaires, il est assez obscur quand tu le connais pas, que tu le vois quand tu le regardes de loin. Moi aussi, j'avais cette vision-là avant. C'est à partir du moment où j'ai eu un client qui travaillait dans ce domaine-là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des compléments alimentaires qui ne servent à rien et d'autres qui sont vraiment qualitatifs et qui vont t'apporter quelque chose. Et donc ici, le fait que tu aies fait le travail de bien faire ton sourcing, c'est sûr que c'est un argument supplémentaire et une plus-value dans ton offre. Et Ouais. peut-être que c'est un avantage aussi pour toi, c'est le fait qu'en Belgique, on est quand même bien développé au niveau de tout ce qui est laboratoire pharmaceutique. Il y en a quand même beaucoup. Donc j'imagine que Ouais. ça facilite le travail de sourcing. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, ouais, en Belgique, c'est assez facile. En fait, il y a beaucoup de labos et ben voilà, c'est une de nos qualités. Hein. Tout ce qui est biotech, Mhm. on est plutôt assez bon. On a pas mal de labos, on a pas mal de professeurs très connus, donc même en micronutrition. Tu penses à des Castronovo, professeur Cagny, Tout à docteur fait. Résimond. Donc on est quand même assez loin en fait en Belgique à ce niveau-là. Donc pour nous, ça a facilité le sourcing. Et alors, moi, ma plus-value, c'est quoi? C'est d'apporter l'expérience tech au service du complément alimentaire pour rendre ça facile. On a vendu, ben, on a un distributeur mensuel, c'est un abonnement, donc tu changes en one click, tu peux passer, je sais pas moi, si là maintenant tu veux une cure immunité parce qu'on est en plein Covid, peut-être que dans 2 mois tu vas me dire, ben non, je sais, moi, je veux avoir plus d'énergie, on peut shifter un peu ton truc, c'est sans engagement, donc t'arrêtes quand tu veux, mais que la tech soit au service du complément alimentaire pour rendre cette expérience en fait plus transparente, plus facile, et ça a vraiment été notre job. Et puis au niveau qualitatif, je pense que ça, c'était un gros travail qui a été fait aussi parce que, comme tu le dis, c'est opaque. Encore beaucoup de gens ont cette vision un peu marketing du complément alimentaire. Et pour répondre à ton dernier point, je pense que le fait que mon père ait été impacté, ça me pousse beaucoup plus dans ma mission. Ma mission, c'est d'aider les C'est gens à ça. vivre à 100%. Et c'est un peu, c'est mon moteur. C'est ça mon envie, c'est de transmettre ça aux gens. Et voilà pourquoi je me suis lancé dans Compliment et avec cette volonté de vulgariser, de démocratiser le complément alimentaire. Et comment vous avez fait pour en arriver à la solution telle qu'elle est aujourd'hui, avec tout cet aspect tech, avec le quiz, avec les plus de 50 questions. Comment vous avez testé en fait l'idée au tout début? Eh ben écoute, c'est une histoire assez similaire à Share My Part. Donc moi, je suis assez fan de l'idée de se dire, je commence toujours par tester et par faire un MVP avant de Mhm. mettre les gros moyens. Jamais je vais passer par une agence dev qui va me faire tout un produit que j'ai imaginé, que j'ai en tête. Je trouve que c'est juste la mauvaise approche. T'es C'est mieux à ça. avoir un bateau un petit peu percé quand t'avances et au fur et à mesure tu l'améliores pour qu'il fonctionne bien. Mais ça c'est un peu ma vision de la chose. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que au début, on n'avait même pas de produit pour te dire, on n'avait pas de complément alimentaire, on avait Ok, cette ouais. idée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été créer un questionnaire en ligne
en féquant aux gens que derrière ils auraient leur cure personnalisée. Et en fait, assez rapidement, on a eu du trafic, nous on s'était mis un petit benchmark de dire ok, si on arrive à avoir 1000 questionnaires juste remplis pour voir si les gens ça les excite l'USP d'avoir quelque chose de personnalisé, bah, on sera déjà très content. Et on a même fait des préventes grâce à ça. Donc on n'avait Ok, pas de ouais. produit, j'avais même pas de boîte, j'avais pas de compléments alimentaires, j'avais rien. Et j'avais dit aux gens, ben, passez le test et vous verrez d'ici 2-3 mois, ben, vous serez les premiers à pouvoir l'acheter. Et donc on avait déjà fait une pre-sale comme ça, ce qui nous avait permis de tester rapidement. Alors on a construit cette fois-ci Compliment sans dev de base. Donc on a fait Mhm. vraiment, c'était un peu pas au début, mais on était à fond dans le no-code à ce moment-là. Donc on a construit sur pas mal d'outils no-code. Je t'avoue que les ops, c'était un Airtable qui était connecté à une page Shopify. Enfin, c'est nous-mêmes qui avions La fait maison, tout ouais. ça. Ouais, c'était un bon fait maison. Mais c'était très bien de faire du fait maison parce que tu comprends tout. Les opérations, c'était Victor et moi. Donc au début, tu vois, quand tu as une cure personnalisée qui arrive, imaginons ta cure demain, vitamine D, oméga 3, magnésium, bah, c'est nous qui allions presque en pharmacie, aller acheter du magnésium, de la vitamine D et des oméga 3 dont on connaissait le sourcing, on les mettait dans un sachet, on les scellait et on te les envoyait chez toi. Ok, ouais, ouais. Et on l'a fait pendant un bon petit moment au début pour comprendre mais comment ça fonctionne opérationnellement, comment ça va fonctionner la demande, qui c'est notre persona, comment... voilà, ça nous a permis de comprendre plein de choses. Et puis step by step, tu vois, le dev, au début, on a travaillé sur du Upwork avec des Indiens, et puis on est passé à une agence en Ukraine, et puis on a internalisé la chose. Donc ça a été Ok, ouais. vraiment progressif comme ça, en se disant, ok, on avance step by step vers une solution cohérente. Et juste une petite question ici. Donc, t'es passé par au départ par des Indiens, puis en Ukraine. T'en as pensé quoi de ces collaborations-là? Euh, Ça fait le job au début, mais c'est compliqué, hein, parce que tu peux tout recommencer par la case départ après. Ouais, Euh, quoi, c'est la qualité du code qui n'est pas bonne ou ouais, c'est quoi le problème en fait? bon après ça dépend. J'ai pas envie de stigmatiser et dire les développeurs indiens c'est pas bon. Loin de là, c'est juste que c'est beaucoup moins cher. Tu vas te dire qu'au début tu peux aller chercher un dev à 10 euros de l'heure, alors que t'es nettement plus cher ici. En Ukraine on était à 30 et ici t'es minimum à 50, grand minimum. Mais ouais, le code c'était une usine à gaz. Mmh. Bon, ça nous a permis de passer de zéro à ça tourne, on fait quand même pas mal de chiffres d'affaires. Ok, on va engager un dev parce que maintenant ça fonctionne et il va rentrer dans le projet et tout cleaner. Tout dépend un peu de tes moyens. Je pense que dans une approche très lean où tu as peu de cash, au début, l'idée, c'est d'essayer de faire ça par toi-même pour prouver que tu as de Mmh. l'attraction. Et quand tu auras les moyens, ben, tu viens engager un dev en interne C'est ça, ouais. et tu lui demandes de repartir. Après, si tu peux te payer le luxe d'avoir du code qui est clean depuis le début, tu vas gagner beaucoup de temps parce que nous, ce qui a été embêtant, c'est que le jour où on a engagé le dev, c'est presque c'est compliment, tu peux jeter à la poubelle et tu recommences d'une feuille blanche, ce qui est assez embêtant parce que même Ouais, quand même, ouais. c'est plutôt lourd, quoi, tu vois. C'était lourd, mais d'un autre côté, voilà, ça nous a permis de comprendre, de tester, et c'était bien, c'était vachement bien. Euh, voilà, Et voilà. donc une fois que vous avez eu ce MVP, comment vous avez fait, pour vraiment faire en sorte d'attirer des gens? Vous avez utilisé Facebook Ads? Vous avez utilisé quoi comme canaux pour essayer d'augmenter la visibilité, attirer des gens à vous? Alors, écoute, moi, je t'avoue que j'avais un cousin qui bossait pour une marque de bougies qui s'appelle Baobab. Peut-être que tu Ouais, connais. ouais, ouais. Et en fait, il s'occupait du volet marketing. Et il m'a mis en contact avec l'ensemble des influenceurs. C'était en 2019, hein, et l'influence n'était pas du tout ce que c'était encore aujourd'hui. C'était plus simple. Et il avait une trentaine, une quarantaine d'influenceurs qu'il avait invités à un événement. Et j'ai vraiment été faire je sais pas, c'est pas du guérilla marketing, mais j'ai été les rencontrer. Et je leur ai tout parlé de mon produit en leur donnant une boîte et en leur disant, écoute, ça t'intéresserait, on fait une soirée ensemble de lancement de compliments. Avec ça, on a réussi à avoir quasiment ouais, une trentaine ou une quarantaine d'influenceurs dès le début
qui sont rentrés sur le projet, qui en ont parlé et qui C'est correspondaient énorme ça. vraiment à notre personnel, trouvaient ça cool. Enfin, c'était la bonne approche, tu vois, vraiment du one-to-one où je venais les briefer sur mon projet à la soirée parce qu'elles s'embêtaient un petit peu. Elles sont venues chez nous, elles ont bien adhéré au projet parce qu'en fait, c'était un produit qui généralement elles consommaient déjà et ça leur plaisait. Et moi, j'ai allié ça à mes connaissances. Je faisais un peu de Facebook Ads déjà sur Share My Park avant. Mhm. Et je m'étais dit, OK, on va tester les deux combinés en faisant de l'influence. Quand une influenceuse, voilà, on lui envoie une cure gratuitement, elle va nous faire un peu de contenu. On utilise ce contenu derrière sur nos Facebook Ads et ça nous générait tout le contenu. Donc, c'était vraiment pas mal. Et ça a été un peu nos nos premiers leviers d'acquisition. Ça a été un mix entre de l'influence, du Facebook Ads et parallèlement, nos premiers clients, ce qu'on faisait, c'est qu'on les obligeait quasiment à faire une consultation avec une nutritionniste à la fin de leur test. Comme ça, on les appelait. S'ils étaient contents, on leur demandait est-ce que tu n'as pas des copains qui prennent des compléments alimentaires et ils n'ont pas envie d'utiliser notre expérience. Et vraiment, tu viens chercher tes clients au début. Comme tu peux, quoi. Alors on a fait vraiment de tout, hein. On a vendu même en entreprise, donc comme on voyait que ça commençait à prendre, on s'est dit ok, le bien-être en entreprise, c'est un truc qui monte pas mal. On va aller donner des conférences en entreprise pour expliquer comment optimiser en fait son travail via la nutrition et via la micronutrition. Et puis derrière, hop, on revendait aux entreprises pour qu'ils aillent acheter du complément alimentaire. Puis les influenceurs, comme ça fonctionnait, on a été chercher des copains, les influenceurs, et franchement, l'influence a vachement bien fonctionné et vachement bien aidé au début. Le Facebook Ads, ça tournait vachement bien ensemble. Franchement, tu avais une synergie qui marchait hyper bien. Tu avais une espèce de cercle vertueux influence Facebook Ads où Oui. on voyait que nous, on mesure le coût par test. Entre une ads où on allait chercher une créa normale vs une ads où on allait taper une influenceuse qui parlait de nous, on divisait par deux notre coût par test et même le coût par achat Tu derrière. m'étonnes. Ça fonctionnait vraiment bien. Et il y a eu une espèce d'inertie naturelle, quoi, où les influenceurs aimaient bien le produit, ça prenait bien. Après, derrière notre com à nous, ça tournait, on était très Instagram à ce moment-là, et toujours systématiquement dans cette approche très push, de pusher du contenu sur Facebook, pusher via les influenceurs. Et voilà comment step by step en fait ça a commencé à prendre avec parallèlement des efforts de notre côté à faire des conférences à gauche à droite à aller dans les entreprises et à essayer comme ça de chercher nos premiers clients. Ok, c'est top parce qu'en gros, il y a quand même eu pas mal d'actions organiques où tu as fait en sorte voilà, de créer un réseau avec ces influenceurs, etc. Ouais, Plus les conférences que vous avez faites. Et ce que tu mentionnes ici, le fait d'utiliser le contenu des influenceurs, influenceuses dans les Facebook Ads, c'est ultra intéressant parce que ça veut dire que tu utilises à la fois le levier de l'influence, de la ouais, notoriété de ces personnes-là et en plus la preuve sociale. Où ces ouais, personnes, je me souviens que j'avais vu une des pubs où c'était comme une sorte de témoignage en fait, où elle disait ouais, j'utilise ce produit, il est vraiment top, vous devriez aussi l'utiliser, allez sur le site pour en savoir ouais. plus. Donc c'est vraiment top, tu utilises plusieurs leviers psychologiques qui vont faciliter la conversion forcément. Et donc c'est normal que tu as Ouais. voilà, Et des meilleurs résultats. t'as vraiment beaucoup plus de réassurance. En fait, tu vois, notre produit n'est pas le produit le plus simple à faire comprendre. Donc, Ouais. déjà, ça, c'est la première problématique. Donc, si tu te mets à la place d'un consommateur qui nous connaît pas et qui m'a peut-être pas écouté là durant ce podcast, il va arriver, il doit se dire, OK, c'est quoi ce truc? J'ai une boîte avec des sachets, j'ai des gélules, je dois passer un test, c'est un abonnement. Il y a plusieurs notions à faire comprendre, tu vois. Le funnel, c'est quelqu'un arrive sur mon site, il passe un test. S'il veut, il prend une consultation avec une nutritionniste, c'est facultatif. Derrière, il reçoit une recommandation. Et puis, il doit s'abonner parce qu'on trouve que l'abonnement est plus logique pour recevoir mensuellement ses vitamines chez lui. À côté de ça, je dois accessoirement lui faire comprendre que c'est des compléments de qualité, que ce qui existe dans le marché, généralement, c'est pas toujours qualitatif. Et attention, il faut un accompagnement par rapport à ça. Je dois faire passer tous ces messages qui sont Ouais, difficiles. Et ouais. un gros message, c'est le dernier que je viens d'expliquer, c'est qualitatif. Or, ce que tu retrouves généralement en ligne, quand on ne connaît pas la marque et la marque n'est pas connue et n'a pas une notoriété, c'est bon, ok, je suis nouveau sur un dropshipping ou un produit où ils essayent de me balancer les produits et y a rien derrière. Et là, l'influenceur fait le bon job parce que généralement, elle a une communauté sur laquelle elle a beaucoup de confiance
et elle vient expliquer en fait en 30 secondes, elle fait 10 fois plus le job qu'une créa un peu statique ou quoi, qui est un peu froide, où elle vient expliquer, bah tiens, voilà, j'ai passé un test en ligne, en 3 minutes, ils m'ont compris, ils m'ont cerné, ils m'ont envoyé des vitamines, tous les mois je prends ça et je vais super bien. Grosso Mhm. modo, hein, je résume, mais ça, en fait, C'est en plus impactant, ouais. condensé, ça expliquait mon produit, ça réassurait sur la qualité des produits derrière. Donc, c'était et ça l'est toujours. C'est les créas qui fonctionnent le mieux. Après, attention, parce que on en a peut-être un peu abusé au début et on a fait beaucoup d'influence parce que ça fonctionnait bien, c'était un levier qui fonctionnait bien. Et ça a ses pour et ses contre. Ça fonctionne très bien au début. C'était plus facile il y a 3 ans que ça ne l'est aujourd'hui parce que c'est devenu mainstream, l'influence est plus cher. Et en termes de notoriété, en fait, bah, tu dois bien se les sélectionner parce que pour certaines personnes, elles vont y croire. Pour d'autres, si tu veux te positionner comme l'expert dans le complément alimentaire sur un produit qui est qualitatif et qui est prescrit, ben c'est un peu contradictoire avec l'image de Ok, ouais. l'influenceuse un peu fashion qui a des très beaux cheveux parce qu'elle a pris TGV. Je caricaturise, mais c'est c'est contradictoire. Donc, il faut faire attention un peu entre les deux. Ouais. C'est un challenge qu'on voit a priori hyper facile, hyper bien. Tu commences vite, ça fait du volume, top pour se lancer. Euh, et c'était top parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dur. A posteriori, attention quand même à Quand tu l'image. dis que c'est plus dur, c'est quoi? C'est au niveau des contrats qu'il y a maintenant avec Ouais, les influenceurs, etc. C'est ça, ouais? ouais, beaucoup plus dur. Donc, nous, je te dis, on s'est lancé en juin 2019. On avait commencé. C'est en juin que j'ai fait notre premier événement d'influence. Euh, J'avais pas un contrat payant, donc Hmm. c'était que sur l'affiliation. Et encore, t'en avais plein qui trouvaient ça juste génial comme initiative, qui aimaient bien le projet parce que je les avais rencontrées, elles étaient d'accord de recommander nos produits, mais gratuitement quoi, en échange d'une boîte. Elle nous Ah ouais, donnait ok. de la visibilité. Donc il y avait même pas cette notion de tiens je te paye ou quoi. C'est ok, tu me donnes une boîte et puis et je vais faire ta pub et je vais mettre une story, je vais faire un post. Et puis progressivement c'est devenu d'une boîte, on a essayé de passer vers un modèle d'affiliation où tu les rémunères en fait au code, donc tu leur donnes un code 20% Mhm. parce que c'est de toute façon ton call to action sur la story qu'elle fera. En contrepartie, à chaque code, tu vas la rémunérer. Ça avait commencé à fonctionner un peu et c'est un modèle que moi j'affectionne particulièrement parce qu'au final, je trouve que c'est win-win quoi. Si tu trouves un terrain C'est clair, ouais. d'entente, ben, si l'influenceur se mouille et fait bien son job, elle sera rémunérée correctement, toi t'es content, elle est contente. Euh, Ça a un peu fonctionné l'affiliation et c'était bien. Et puis hop, on est passé. Elles se sont fait en fait de plus en plus demander parce que tu vois aujourd'hui l'explosion de l'influence sur lequel Ouais, toutes les c'est marques le clair. font. À l'époque, c'était chouette, la jeune startup cool belge qui fait ça. Aujourd'hui, bah ouais, t'as Carrefour, t'as Deleuze qui vont mettre des gros cachets sur des agences d'influence. Les agences d'influence ont consolidé le marché, du coup, toutes les influenceuses sont sous agence. C'est plus que des contrats dans lesquels en fait tu vas payer cher et vilain chaque story. Euh, et ça a perdu ce côté un peu authentique où tu as quelqu'un qui aimait bien le produit, qui en parlait naturellement, vers tout est cadré, tout est cher, elles sont ultra demandées. Euh, Moi, je trouve ça beaucoup plus dur. Aujourd'hui, on le voit dans la façon de scaler l'influence, si tu veux. C'est vraiment devenu. C'est Et- compliqué, c'est moins chouette parce que c'est moins authentique. C'est des gens qui ils viennent juste par contrat, donc c'est qui met le plus gros cachet qui vient te prendre, mais c'est plus ok, c'est un produit qui me fait vibrer. J'aime bien ce qu'ils font et j'ai envie de le mettre en avant pour le faire découvrir à ma communauté. Ce qui en fait est, pour moi la clé de l'influence, c'est l'engagement. Est-ce que la ouais, personne aime ton produit et a envie de le communiquer ailleurs? Alors si c'est un vrai créateur de contenu, c'est normal de le rémunérer, je suis d'accord. Après, tout dépend parce que si finalement tu arrives presque sur ça devient pour certains des panneaux publicitaires où ça va faire des compléments alimentaires et derrière ça va aller te faire du Kinder. Enfin, tu vois, c'est dur, hein, mais c'est comme ça quoi. Et mais là, le ça problème perd tout sens. qu'il y a beaucoup avec les influenceurs aussi, c'est que justement les gros influenceurs qui eux sont devenus des machines à fric, ils font tout le Hmm. temps de la pub et à un moment leur audience s'en fout complètement au final de tous les messages publicitaires qu'ils font parce qu'ils font que ça toute la journée. Voilà, Donc au final tu exact. perds même, tu vas payer peut-être super cher la story ou je ne sais pas quoi et tu auras aucun résultat, ce sera pas du tout rentable pour toi.
Ouais, et surtout en start-up, hein, dans ton funnel, et puis au final, qu'est-ce qu'ils vont te vendre? Au début, à l'époque, moi, j'étais très content parce que nous, le métrique qu'on allait mesurer, c'était quand même toujours la conversion. Aujourd'hui, ce que les agences d'influence, elles te vendent, c'est non, 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 c'est l'awareness, regarde le coverage que tu as eu. Mais en fait, Eh, ok, ouais. ça drive aucune action parce que, comme tu dis, c'est devenu des panneaux publicitaires et du coup, il n'y a plus la croyance du consommateur derrière. Nous, il y a 2 ans, en fait, comme l'influence était un peu moins un grand levier, les gens, ils y croyaient, tu vois. C'est parce que l'influenceur, au final, c'est quelqu'un dont tu es fan et tu dis, ben, si cette personne fait ça, peut-être que ce sera bien pour moi et cette personne, je crois dans ce qu'elle dit. Aujourd'hui, quand tu vois une influenceuse qui te fait, comme tu dis, hein, des placements de produits sur placements de produits, en plus les acheteurs, ça devient des acheteurs qui sont juste des acheteurs à l'affût de promotion. Donc ce sont pas tes En bons plus, acheteurs, ce sont pas tes bons clients. Ce sont des gars qui aiment bien juste parce qu'ils savent qu'ils vont aller choper 30% sur le produit via l'influenceur. C'est, voilà, après, je crois toujours que c'est un bon levier et qu'il y a des boîtes qui s'en hmm, sortent très très bien et ça dépend du produit. Donc, sur des produits, je crois, un peu plus simples, en achat one shot, encore plus consumer que l'autre, ça fait sens. Nous, on est très contents parce que ça nous a permis voilà, de passer de 0 à 1. Euh, Aujourd'hui, c'est un levier. On est presque prêt à se détacher complètement de l'influence tellement, ok. voilà, il y a une sorte de radicalisme où moi, voilà, j'aime plus, j'ai du mal, c'est chronophage, c'est très très long, contacter chaque influenceur one by one, être sûr qu'elle communique bien, que c'est dit, je trouve ça plus dur et moins authentique en fait. Ok. Donc voilà, ça t'a quand même été fort utile. Maintenant, vu ce que tu expliques, j'imagine, j'ai bien compris que tu as dû trouver d'autres leviers d'acquisition pour la suite, une fois que vous avez bien réussi à prouver que ça fonctionnait et bien développer le projet. Quels ont été ensuite les autres leviers d'acquisition que vous avez utilisés pour développer Compliment jusque là où on en est aujourd'hui, en fait? Ok. Bah écoute, on a beaucoup testé, hein. Pour être Ok. franc, on a vraiment, vraiment beaucoup testé. Donc, autant, je ferai tantôt l'approche vraiment très push, influence Facebook, mais on a aussi essayé de pas mal sur du Google, plutôt en pool, en se positionnant sur certains mots-clés, en essayant d'aller chercher du spécifique. Très dur pour nous Google, parce qu'en fait, les pharmacies en ligne tuent un peu notre marché, parce que Ouais. pour eux, le complément alimentaire est souvent un produit d'appel. Donc, ils sont prêts à payer très cher pour chaque complément. Et puis parallèlement aussi, le comportement de recherche d'un client, c'est souvent, OK, j'ai besoin de magnésium. Ils ont envie d'aller chercher un produit spécifique, mais nous, c'est un concept qu'on te vend. On te vend une cure personnalisée avec un service derrière. Eux, tu cherches du magnésium, c'est pas spécialement la même chose. Donc là, on s'est un peu cassé les dents. Puis on s'est dit, OK, ben on est fort sur le modèle d'annonce plutôt Facebook, essayons d'autres réseaux. Donc on a pas mal annoncé sur Pinterest, sur TikTok, sur Snapchat. Bon, on a essayé vraiment tout. Euh, Plus difficile parce que là on a plutôt appris sur notre cible a posteriori en se disant ok de base comme on avait ce modèle influence Facebook, on avait un consommateur plutôt réseaux sociaux un peu jeune, tu vois, du 25-35. Et in fine, ce qu'on a vu, c'est que chez nous, les clients qui restent longtemps sont des clients un petit peu plus âgés. Donc, les clients qui dépensent plus chez nous sont des clients qui ont 40 et plus. Euh, et ça fait pas sens d'aller les chercher sur TikTok ou sur Snapchat. C'était peut-être pas la meilleure audience. Et donc, on doit se creuser un peu les ménages. Quoi. Tu vas toujours travailler tout ton funnel en disant bah, il y a un peu de référal. Il y a des événements. Donc, nous, ce qu'on a eu pour un peu retracer la ligne du temps de compliment. Donc, si tu veux, on se lance à fond sur l'influence et Facebook. Combo gagnant pour nous jusque, on va dire, pré-Covid. Là, on est en mars 2020. Nos chiffres sont assez bons. On fait une première levée de fonds avec des investisseurs ici en Belgique. On se dit, OK, il faut pousser parce que ça fonctionne bien. Le coût d'acquisition est bon et la LTV est bonne. On accélère. Début de Covid, tous les gens font un gros effet de panique, ils stressent, il y a crise d'immunité, etc. On fait x2, x3 tous les mois sur nos chiffres, ça Ok. cartonne Facebook. Facebook, c'est pour nous là où on va tout chercher, on continue bien. On commence à se structurer en agence. Donc au début, c'était moi qui faisais l'acquisition en gérant autant les influenceurs que Facebook Ads. Là, on commence à passer par une première agence. Euh, Début, ça se passe bien. Et puis, ce qu'on voit, c'est directement un petit drop parce qu'on avait oublié un effet qui s'appelle la saisonnalité dans notre produit. C'est que les gens n'achètent pas des compléments alimentaires toute l'année, mais ils achètent plutôt des cures.
Alors conceptuellement, je suis contre parce que je pense que le corps n'a pas de réservoir à vitamines et minéraux et qu'en fait, si tu prends de la vitamine D, il faut pas la prendre juste 2 mois au moment où tu crois que tu vas avoir la grippe, mais plutôt toute l'année pour que ton corps fonctionne de manière optimale. Mhm. Mais le marché en veut autrement et le marché est plutôt saisonnier. Ouais. Premier facteur, c'est celui-là. Donc on voit un peu un drop dans nos chiffres et les coups qui montent. On commence à être pas très content, même si on comprend pas grand-chose. Deuxième facteur qu'on voit, c'est post-Covid, de plus en plus d'annonceurs en ligne, de plus en plus d'e-commerce en ligne. Tout le monde se met sur l'annonce, la publication Facebook et coûts d'acquisition qui font qu'augmenter progressivement. Et là où au début on avait des coûts d'acquisition qui rendaient le modèle tout à fait rentable, on voit plusieurs facteurs. De un, quand tu augmentes le budget, généralement il n'y a pas l'effet exponentiel où ça diminue ton coût d'acquisition, mais ça fait que l'augmenter. De deux, compétition plus féroce. CPM qui augmente, tout le monde se met en ligne, ça devient dur d'annoncer aussi. Trois, saisonnalité. Et on voit qu'en fait, le client qu'on va chercher sur Facebook et qu'on acquiert peut-être via l'influence, ça fait pas mal de chiffres à court terme, mais est-ce que c'est lui qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est lui qui nous amène de la LTV et qui va nous faire le gras de notre business? Pas sûr. Pas sûr et Mhm. certain. Voilà, ça prend un peu de temps, tout ça, évidemment. On teste, on est sur Facebook, comme je dis, sur TikTok, sur Snapchat, sur Pinterest, on teste un peu partout. Toujours la même chose. Bon, t'essaies de t'améliorer non-stop, hein, donc on améliorait toujours ton funnel de conversion, en améliorant ton test, en améliorant ta page de conversion, en améliorant ton checkout pour gagner des points de conversion là-dessus. Et parallèlement, t'essaies de faire des meilleurs ads, de mieux cibler pour être sûr que ça va bien, mais ça reste cher quand même. Et ce qu'on voit surtout, c'est que notre public cible et le public cible du complément alimentaire est de un féminin et de deux plus âgé. C'est un public qui a presque 50 ans d'âge moyen, qui va être le bon public. Et là, on se pose des questions un peu plus fondamentales, de se dire, OK, mais comment on va toucher ces gars-là, quoi? Parce que, est-ce que Facebook est réellement la bonne approche? Est-ce que l'influence est réellement la bonne approche? Est-ce que demain, si je veux convaincre, si je reprends l'exemple de mon père, je veux convaincre mon père, est-ce que c'est Facebook qui va le convaincre? Non. Je pense pas. Mhm. Et donc, on se dit, non, c'est pas la bonne approche. On est sur un produit qui est ultra qualitatif. On fait super attention au sourcing, à l'efficacité et on pense pas que le bon vecteur de communication. Peut-être que ça en fait partie pour une couche d'awareness et de branding, mais c'est pas ça. Et progressivement, on se dit, on pense qu'on doit rentrer dans un modèle avec un prescripteur. C'est quoi le prescripteur? Ça va être le médecin, le nutritionniste, le diététicien, parce que c'est lui qui est l'autorité qui vient convaincre le patient final de consommer un complément alimentaire. Et en fait, le persona cible qu'on interrogeait souvent va nous dire ah oui mais en fait écoutez c'est sympa ce que vous me proposez mais je vais en parler d'abord à mon médecin. C'est Et ça ça. a été en fait systématiquement en ayant ce feedback on s'est dit putain on doit passer par le médecin parce que c'est lui en fait la porte d'entrée, c'est lui qui va véhiculer la confiance et en fait si tu convaincs le médecin derrière tu vas convaincre le consommateur de manière plus simple. Mhm. Et donc l'année dernière on est en avril 2021 on se dit, OK, on a quand même bien testé tout ce modèle d'annonce en ligne. Ça fait le job. Par contre, on voit pas encore vraiment clair comment on va scaler ce truc, à part si on lève des millions d'euros et qu'on crame de l'argent, mais on n'est pas sur un modèle sain. Parce que voilà, ça va faire l'acquisition pour faire l'acquisition, ou au final, est-ce qu'on gagne ou on perd de l'argent? Je suis pas sûr. Je pense qu'on en perd plus que ce qu'on gagne. Ok, ouais, On bah va, oui. on va shifter plus sur un modèle un peu plus sain de professionnels de santé, essayer de convaincre des professionnels de santé. Et donc là, on développe une deuxième plateforme depuis avril 2021 qui s'appelle Compliment Pro, qui est en fait une plateforme pour professionnels de santé qui permet de faciliter la prescription. Donc, pour retracer le funnel, moi, je suis docteur William, toi, tu es mon patient. Qu'est-ce qui va se passer? Tu arrives chez moi en consultation, je rentre tes coordonnées directement, sur base de tes pathologies, je vais commencer à rentrer les compléments adaptés par rapport à tes problématiques. Tu me dis que tu es stressé et que tu n'arrives pas à dormir, je vais te dire, ok, Jean-Christophe, le matin, tu prends de la vitamine D et du magnésium, le midi, tu reprends un magnésium, et le soir, tu prends de l'ashwagandha et de la mélatonine pour t'aider à bien dormir. Je te rajoute les conseils d'utilisation. Je t'envoie une cure en te disant, écoute, tu vas devoir prendre ça pendant 2 mois, voilà comment tu dois la prendre. Pouf, je confirme, toi tu reçois un SMS et un email avec la cure que tu peux acheter directement. La plus-value, là tu me demandais l'USP tantôt pour le professionnel de santé, c'est quoi?
c'est de s'assurer que son patient consomme bien les compléments qui ont été recommandés. Parce qu'un des gros problèmes des professionnels de santé, c'est qu'ils prescrivent, mais que le patient n'achète pas derrière. Donc en fait, toi tu vas chez ton nutritionniste, il dit ok, tiens, tu dois prendre magnésium, vitamine D, oméga 3. De un, tu vas aller en pharmacie et peut-être que le pharmacien va pas te donner le bon produit. Tu vas peut-être aller sur Amazon en croyant faire une bonne affaire, mais tu n'achètes pas de nouveau un produit qui est réellement C'est efficace. ça, ouais. Et puis en fait, on en revient au problème de base, mais tu as 3, 4, 5 pauses, tu trouves pas ça facile, t'arrêtes. Et en fait, là, nous, via Compliment, de un, le prescripteur, il s'assure que le patient consomme son produit. Le patient a une expérience qui est nettement plus simple, c'est facile pour lui. Et le prescripteur, en fait, a un suivi, un tracking en sachant est-ce que, ben voilà, Jean-Christophe, tu as bien commandé ce que je t'ai prescrit. Tous les 3 mois, on peut se revoir. Il y a une sorte de fidélisation qui s'installe. Et, euh, et nous, alors c'est notre pari, hein, là, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, OK, on veut passer sur le modèle B2B2C sur lequel on croit plus parce que si demain on veut toucher des gens de cette tranche d'âge, ce persona à 40-50 ans, je pense pas qu'en ligne on va réussir à aujourd'hui dans un premier temps, en tout cas tant que la marque n'a pas ce cachet, expertise, etc., ça va être difficile de le toucher. Donc on va travailler avec des professionnels de santé. Développons une solution qui facilite la vie aux professionnels de santé. Devenons le partenaire des professionnels de santé pour derrière avoir le consommateur final. Et ça, Ok. c'est un peu notre pari aujourd'hui. Bah, c'est super intéressant parce que ça rebondit un peu sur ce qu'on avait dit au tout début de l'interview. On parlait des évolutions de Shermai Park. Ici, c'est voilà une évolution du modèle de Compliment. Et j'aimerais bien rebondir sur plusieurs choses. Alors, on va faire en fonction du temps qu'on a de dispo. Mais déjà, donc tu dis un truc assez important avec les coûts d'acquisition au niveau de Facebook Ads, enfin de toutes les plateformes publicitaires que vous utilisez pour le B2C directement. Le fait que ça augmente avec la concurrence, avec le Covid, avec le fait que tout le monde se soit lancé en ligne. C'est vrai que moi, je le vois pour tous mes clients, ça a fortement augmenté. Et comme tu dis, si tu veux pouvoir vraiment scaler ton business, à moins d'avoir des milliers, des dizaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros à investir, tu vas jamais y arriver. Puisque tu es dépendant de combien d'euros tu es capable de mettre dans la plateforme pour réussir à faire sortir des clients de l'autre côté. Ouais. Et moi ici, il y a juste un truc que je me posais comme question, c'est malgré le modèle par abonnement, la Customer Lifetime Value était trop faible par rapport au coût d'acquisition que vous avez? Euh, Tout dépend du type de client, de nouveau. Ok. Donc, tu as LTV, donc tu as Lifetime Value. Je pense que nous, ce qu'on a remarqué en tout cas, c'est que notre LTV d'un client de 25-35 ans, elle était trop faible pour différentes raisons. C'est parce que c'est un peu un problème intrinsèque au complément alimentaire. Le complément alimentaire, c'est tu es dans une médecine préventive. Donc, Mhm. si demain, tu veux commencer chez nous, je vais te recommander pour moi des basiques qui vont être de la vitamine D, des oméga 3, du magnésium et du zinc. Ça va te renforcer au niveau immunitaire, ça va prévenir le développement de maladies futures. Mais dans 2 mois, toi, tu vas pas te dire, wow, putain, j'ai une pêche de fou là, c'est incroyable. Ça va pas fonctionner comme ça. En fait, t'es sur quelque chose de préventif. Aujourd'hui, la médecine qu'on a, un peu plus traditionnelle en Europe, en Belgique, c'est le jour où tu vas pas bien, tu vas chez le médecin en disant, ah, j'ai mal à la tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va te dire, tiens, prends un Nurofen. La médecine un peu plus fonctionnelle, c'est venir à la cause du problème. Se dire, ok, on va chercher le problème en amont et se dire, mais comment, en fait, je vais prévenir le fait que plus tard, je tombe malade. C'est exactement ce qu'on vend. Et ça, pour le vendre, C'est chaud c'est ça. plus dur. Il faut aller chercher sur en fait, un public qui est plus sensible à ce type de médecine, qui est plus sensible à cette approche, qu'il faut éduquer là-dessus. Et en fait, avec Facebook, les gens, le problème de ce qu'on avait, hein, et c'est normal, même moi, je suis comme ça, c'est que tu attends un résultat et tu payes quand même, parce que notre produit, voilà, malgré que je pense qu'on est moins cher que ce que tu vas trouver en pharmacie ou autre, tu vas vite te retrouver pour 40 euros par mois. Et bah, si tu fais ça pendant 3 mois et qu'en fait tu vois pas de résultat parce que tu n'as pas été faire une prise de sang derrière qui montre que ton marqueur de vitamine D, de magnésium, d'oméga 3 est bon, bah, tu vas dire putain, j'ai dépensé là 120 euros les 3 derniers mois en complément alimentaire. Est-ce que ça va mieux? Pour peu que tu as fait la fête le week-end, justement, tu vas dire merde, je suis plus fatigué. Donc, c'est difficile comme ça. Et alors, justement, on voyait que notre LTV était bien meilleur sur les clients plus âgés. Et comme tu dis, en fait, en B2C, il faut vraiment des milliers ou des millions d'euros
pour bien fonctionner. Et tu le vois justement dans l'univers startup en tout cas, et en Belgique, où c'est un peu plus dur l'accès au capital et à aller lever pas mal Ouais. de fonds. Tu as beaucoup d'investisseurs qui sont très frileux à investir en B2C. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cher, quoi. Tu sais que la probabilité de succès d'une boîte en B2C, elle est bien moindre qu'en B2B, parce que la capacité à lever est difficile et le prix, il est trop cher. C'est dur de se faire une belle awareness, de construire ta marque et d'investir systématiquement quand tu veux faire différents leviers, du PR, annoncer en ligne. Ça coûte, quoi. Et c'est sûr et certain que ça coûte. Et puis derrière, ton invest, il dit, ah ouais, mais tes résultats, et tu fais, ah ouais, merde, mais mon coût d'acquisition, il a fait x2, là, je sais pas Mm. pourquoi. Et t'es pas en pleine maîtrise, c'est difficile et c'est très cher. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Mais en fait, la particularité de ton produit, c'est comme tu dis, c'est vendre de la prévention. Et comme on dit souvent dans le copywriting et dans la vente, vendre de la prévention, c'est le truc qui vend le moins bien. Parce que les gens, ils agissent sur base des problèmes qu'ils vivent et qu'ils ressentent dans le moment même, dans le moment présent, au Ouais, moment de l'achat. Et donc, s'ils n'ont pas une douleur articulaire ou quoi, ils n'ont aucune raison d'aller acheter un complément alimentaire, surtout pas un abonnement, tout à fait. encore moins. Ouais, Donc, ici, ça a beaucoup plus de sens quand tu dis que, en fait, les clients, les bons clients que tu as, ce sont des personnes qui sont plus âgées, parce que ce sont souvent des personnes qui, elles, ressentent plus de problèmes au niveau de ouais, leur santé aussi. Donc ça a tout exactement. son sens. Et donc voilà, ici, en fait, au cours de l'évolution, avec toutes les choses que vous avez testées, tu as pu mieux comprendre en fait ton persona idéal, ton client idéal Voilà, sur lequel tu dois te concentrer. exactement, exactement. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire plus en amont si on n'avait pas eu cette approche boule où on est arrivé, on a fait de l'influence, ça a fonctionné, après on a appris plein de choses, donc c'est très chouette et c'est très bien aussi. Ça t'a permis de te Euh, lancer aussi quand même. Ça a permis de nous lancer évidemment, mais c'est vrai qu'on a appris plein de choses et c'est vrai que c'est exactement ce que tu viens de dire. Les problèmes, ils arrivent à partir de 40 plus. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a plus de maladies chroniques sur lesquelles le complément alimentaire a plus de sens. Comme tu viens de parler les douleurs articulaires, ben, ça arrive un petit peu plus Mhm. tard. Tu vas avoir la femme qui va avoir par exemple, la période de la ménopause, qui est une période assez Tout à fait. propice au complément parce qu'elle va avoir des bouffées de chaleur, du stress, des problèmes de sommeil. Et là, elle recherche des solutions différentes, un peu plus naturelles que la médecine traditionnelle. Et il faut voir comment aller la chercher. C'est vrai que, comme tu dis, vendre de la prévention, c'est difficile. Et c'est pour ça que beaucoup de boîtes de compléments alimentaires, là où elles réussissent, c'est en vendant des produits, les seuls produits qui ont un effet vraiment direct. Parce que dans le complément, bon, voilà, je t'ai fait le résumé sur les produits préventifs, vitamine D, oméga 3, etc. Après, tu as des produits qui vont avoir un effet un peu plus direct. Tu vas avoir, je pense, un spray de mélatonine, ça va t'aider à dormir directement. Le curcuma, Ok. quand tu as de l'inflammation, des douleurs articulaires, ça fonctionne bien. Et alors, ceux qui arrivent un peu dans le complément alimentaire en ligne, c'est justement ceux qui font des produits ciblés. Et les autres qui arrivent aussi, c'est ceux qui vont vendre un peu plus du bullshit. Donc, tu as pas mal de boîtes maintenant qui vendent tout ce qui est gummies et bonbons en ligne Ouais, en complément alimentaire. Ça marche en termes de business, mais en termes de scientifique derrière, tu prends du sucre et tu avances en rien. Il n'y a aucun actif là-dedans, c'est pas dosé, c'est pas super cohérent, mais ça se vend bien. Parce que, en fait, le consommateur, il voit une plus-value directe, il croit qu'il se fait du bien, il prend des petits bonbons tous les jours. Après, en termes d'LTV, je connais pas leurs chiffres, mais en tout cas, je sais que ça fonctionne. Ils ont un modèle qui fonctionne bien. mais ça fait combien de temps que ça existe ce concept-là? C'est assez récent, non? Les gummies, Ouais. euh, ça a commencé en 2020, ça a commencé à bien prendre, 2021 aussi. Et là, ça explose, hein. Tu regardes à la télé, il n'y a que des pubs pour ça, hein. Il y a quelques belles boîtes Parce que françaises. dans le marché de la santé, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même souvent des tendances. Tu vas avoir un produit qui va devenir le produit phare parce qu'il y a eu une boîte qui avait énormément de budget publicitaire qui a matraqué sur tous les canaux pendant un moment pour faire en sorte de se faire un max de thunes. Et puis à un moment, tout le monde se rend compte qu'en fait, c'est pas si bien que ça apporte pas de Ouais. résultats. Et puis ça s'écrase, ça disparaît, tu vois. Et ça tombe dans Ouais. les méandres d'Internet, etc. Et ce sera l'année suivante, ce sera une nouvelle méthode, un nouveau produit miracle qui sera de nouveau mis en avant. Et c'est toujours comme ça Ouais. dans la santé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, le problème, c'est que le consommateur est dupe. Et tu vois, bah, si on parle du gummies, c'est sûr que c'est plus séduisant de prendre une gomme qui coûte le sucre et où on te dit t'as toutes tes vitamines dedans que d'aller prendre 3 gélules le matin. C'est Toi, clair. toi comme moi, tu préfères prendre un petit bonbon le matin, tu te dis waouh, c'est bon, c'est chouette, c'est facile à prendre, que d'aller prendre 3 gélules ou
ça a pas mauvais goût, mais c'est juste pas, c'est pas hyper sympa, c'est pas le truc le plus cool à faire. Par contre, t'en as un où t'as pas d'effet, t'as l'autre où, enfin, moi, je pense que si je prends un complément alimentaire, alors que je préfère m'acheter un paquet de bonbons que de prendre ça. Si je prends un complément alimentaire, le but c'est qu'il ait un impact positif sur ma santé, c'est ça ce que C'est je ça, ouais. recherche. Voilà. C'est ça le problème avec dans la santé, c'est qu'il y a eu tellement d'arnaques, on peut dire comme ça, de gens qui ont créé des Ouais. solutions qui n'en étaient pas, qui font que ce marché est devenu super compliqué puisque le consommateur, en tout cas celui qui est un peu plus averti, qui connaît toutes ces solutions-là, à chaque fois qu'il va avoir une nouvelle solution qui sort, même si elle est legit, il va se dire est-ce qu'elle est réellement legit, est-ce qu'elle va réellement m'aider puisque je me Ouais. suis déjà fait arnaquer dans le passé. C'est ça qui rend ce marché super compliqué. Mais c'est ce que je te disais au tout début, c'est que Ouais, le challenge pour nous, c'est la confiance. Comment avoir la confiance du consommateur. Et qu'au début, moi, je pensais que le complément alimentaire, c'était un produit marketing. Et en fait, des boîtes comme ça qui font plein de bruit et voilà, ils ont sans doute un modèle qui marche. S'ils annoncent tout le temps à la télé, c'est que ça fonctionne. Mais ils font du mal plus que du bien parce que ils ternissent l'image du complément alimentaire. Tu as certaines boîtes qui le font bien. Hein. Franchement, tu as des boîtes qui maintenant travaillent aussi dans le complément alimentaire et qui font un très très bon boulot. Mais tu en as quand même beaucoup d'autres qui viennent mais complètement tuer notre marché parce qu'ils vendent n'importe quoi et ils vendent des bénéfices santé qui n'existent pas. Et derrière, en fait, ouais. c'est toute l'industrie qui se prend l'image de marketing bullshit. C'est ça, ouais. C'est ça qui est complexe. Ouais, Enfin, voilà, heureusement qu'il y a des bons acteurs comme toi. ouais, voilà. Euh, Voilà. Juste ici, tu avais mentionné tout à l'heure le fait que donc d'abord tout le marketing digital était en interne, puis Ouais, tu es passé via une agence, ouais. et après qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toujours avec une agence maintenant ou c'est en interne que vous gérez ça? Comment tu penses une start-up ou même une PME devrait gérer son marketing digital selon toi? En interne, externalisé? Comment tu vois Ok. ça? Alors, euh, pour résumer et pour refaire de nouveau l'historique, first step, je le fais moi-même et j'apprends par moi-même. Je pense que ça a été fondamental. Parce que je dois comprendre comment structurer des campagnes, comment fonctionne Facebook, comment tu vas travailler de campagne en ad set, en ads, c'est quoi de l'awareness, de la conversion, du retargeting, des petites notions de base, mais comprendre au moins ton funnel, le faire par toi-même, je crois que c'est fondamental. Et ça m'a permis de passer vraiment, comme je t'ai dit tantôt, de 0 à 1, où je comprenais et ça tournait. Puis il y a un moment où tu te dis, ben voilà, c'est trop chronophage, c'est juste impossible de le faire par soi-même, parce que ça prend du temps quand tu veux quand tu commences à dépenser un peu de budget, que tu dépenses plus de 5 000 € par mois sur Facebook, bah, tu dois commencer à changer tes créas régulièrement, tester des nouveaux adsets, changer un peu tes campagnes, etc. Ça prend du temps, et là, ben, au début, dans un premier temps, c'est chouette de passer par le modèle agence. Je trouve que ça fait totalement sens. Mais par contre, il faut le maîtriser et savoir exactement euh, qu'est-ce qu'ils font. Parce que moi, ma chance a été quand je travaillais en agence, mais je vais pas me faire entuber parce que le mec va me dire ah mais il faut mettre autant de budget là, il faudrait à fond faire de l'awareness parce que je pense que ton funnel il est pas assez rempli au début ou quoi. Tu tu sais comprendre par toi-même, tu sais le challenger et chaque semaine ben, tu viens le relancer, tu auras ton account ou le gars avec qui tu bosses dans l'agence et tu vas pouvoir réussir à le challenger, lui dire ok est-ce que tu as bien fait ça, est-ce que tu peux changer ci, est-ce que tu peux changer ça et donc je pense que d'abord bien comprendre en interne c'est clé. Donc il Mmh. faut que quelqu'un le maîtrise avant de déléguer et ça j'en suis persuadé. Après en termes d'agence, je pense que ça dépend un peu toujours de ta taille, hein, mais au début, ça fait du sens quand t'as pas le budget pour aller chercher un profil en interne. Ça fait du sens d'avoir une agence. Et attention à pas prendre, je crois, d'expérience une trop grande agence, parce que Mmh. tu prends une trop grande agence, ils te font miroiter que ça va être génial et qu'ils ont des gros comptes, mais tout va dépendre de ton account et du gars qui va bosser pour toi, parce que si t'as c'est de nouveau pas pour stigmatiser, mais t'as un junior qui bosse pas bien pour toi et qui fait pas du bon boulot parce que il a la tête ailleurs et qu'il est en train de se faire former, t'as pas de bol, mais t'as vite perdu 2, 3 mois. Donc fais vraiment attention à avoir un profil qualitatif et c'est pas parce que t'es dans une grosse agence et que c'est un gros nom que ça va mieux performer qu'ailleurs. Nous, on a commencé avec cette agence et puis ce qui s'est passé, c'est que on n'était pas ravis des résultats au début, même si je pense qu'ils faisaient un bon boulot et que c'est juste qu'ils sont arrivés à un mauvais moment parce que voilà, ils sont arrivés en plein pic de saisonnalité. On connaissait pas la saisonnalité dans notre business et il y a eu le Covid en même temps. Donc, en fait, en tant que
co-founder, bah, tu te dis merde, c'est l'agence qui fait du mauvais boulot, mais c'était en fait la situation qui était mauvaise. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher un freelance en se disant, ben, ça va peut-être être meilleur. Donc nous, on a été prendre un gars qui était, on a regardé les boîtes qui faisaient plutôt bien de l'acquisition en B2C en France. Il y avait Frishti notamment qui fonctionnait bien et ils avaient ben, leur head of growth et j'avais contacté sur LinkedIn en lui disant écoute voilà, j'ai une agence, je suis pas super ravi de leur résultat. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui vient rajouter un petit coup de boost, tu vois, parce que je crois que dans l'acquisition, t'es mieux avoir des gars qui sont à la page, qui sont un peu des cracks, qui ont envie de faire bouger les Ouais. choses, qui voient plusieurs comptes, parce que ça doit se challenger non-stop, ces stratégies, ça bouge tout le temps. Et donc, on a pris un freelance pour venir accompagner. Ça a beaucoup mieux fonctionné. Et franchement, on a eu une dynamique qui était nettement meilleure quand on avait cette association d'un freelance qui venait 2-3 heures par semaine checker et superviser l'agence avec vraiment un œil d'expert par rapport à ça. Ça a très bien fonctionné. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait approcher par un projet par Germinal, une agence qui a eu qui a fait pas mal de bruit l'année dernière en France et qui vient avec une approche complètement différente, vraiment agence grosse, en disant, écoute, juste faire de l'agence, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir tout ton funnel qui est aligné. Donc, en fait, nous, te dire qu'on va faire des merveilles juste en travaillant ton Facebook et ton Google, mais sans regarder derrière qu'est-ce qui se passe sur ton site, est-ce que ton funnel est bon, ils disent, bah, C'est si tu ça. as une passoire derrière, ça sert à rien de faire du bon travail en amont parce que ce sera pas bon. Il faut avoir une landing. Quand tu as une campagne, imaginons-nous, on a différents types de personas et tu vas rentrer sur différentes problématiques. La femme qui veut perdre du poids, elle n'a pas envie d'avoir la même créa que le sportif de haut niveau qui veut développer sa muscu. Et donc, ils vont te dire, ben ouais, ben tu peux pas avoir la même landing page parce que tu parles différemment à ces gens-là. Tu vas créer des funnels de conversion qui sont différents. Tu testes différemment. Et c'était une approche vachement intéressante, je trouvais, d'avoir cette approche vraiment grosse, mais générale avec quelqu'un qui deep dive, pas uniquement sur tes comptes, mais qui rentre vraiment en se disant, OK, c'est quoi vos landings, c'est quoi vos taux de conversion. On va commencer à implémenter du amplitude et du mix panel ou peu importe pour traquer vraiment à chaque étape du funnel où vous en êtes, où vous perdez des users, qu'est-ce qui se passe. OK, on va tester ça comme proposition de valeur pour améliorer le taux de conversion parce que c'est peut-être mieux à gagner 10% de conversion en fin de funnel que en fait en faire rentrer plus ou ça va te coûter plus cher. Donc ça c'était vraiment une très très chouette approche. J'ai fort apprécié et puis eux ce qui est chouette c'est qu'ils ont un peu ce modèle mission commando où ils viennent pendant 3 mois te mettre un gros coup de bot et puis ils essayent que tu sois libre parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans ce Putain, modèle agence où ils t'accompagnent mois après mois. Euh, et puis finalement, ben voilà, Germinal a changé un peu de direction et c'est devenu un SaaS qui aide les entrepreneurs à se former par ouais, eux-mêmes. c'est Donc revendu maintenant. Ça a été revendu ici ça a récemment en été plus. revendu à SPAC. Ouais, Ouais. ouais, ils sont complètement shiftés. Hein. C'était une agence et puis c'est devenu Des et puis formations. Ouais. c'est devenu une formation avec Ouais. l'antichambre. Et puis parallèlement, ben, ce qui faisait quand même rentrer un peu plus, je pense, c'était tout ce qu'ils faisaient en service au début, quoi, comme une agence traditionnelle. Et ce qui est difficile, c'est qu'après, ben, enfin, bref, je vais pas rentrer dans leur truc, mais ça a été fini avec nous. On a plus pu bosser avec eux. Et puis là, maintenant, on a retrouvé un freelance. Mais en fait, j'ai déjà les clés. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus expérimenté pour avoir les clés, pour comprendre comment fonctionne une agence, comment je dois challenger les gars. On a un modèle freelance. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'un jour on repasse en agence, jusqu'au moment où je pense que t'atteins un cap, je sais pas combien il est. On m'avait dit, est-ce que c'est le jour où tu dépenses 40 000 par mois que tu te dis, ok, je vais internaliser la fonction parce que en fait j'arrive au seuil au niveau agence. Hmm. C'est plus intéressant d'internaliser, d'avoir les compétences. Et puis il y a ce débat entre se dire une agence voit plein de clients donc et elle est proche des annonceurs donc elle sait exactement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les nouvelles trends, vs quelqu'un en interne qui va peut-être s'ennuyer parce qu'il est juste sur ton compte. Je suis pas encore à cette étape-là, donc je peux pas le dire. Je sais pas quelle serait mon approche par rapport à ça, mais voilà. Et je pense que vous, en tout cas, dans nos derniers échanges, j'aime beaucoup cette approche de se dire, on accompagne les entrepreneurs dans un premier temps et on leur donne les clés de compréhension, ce C'est que je ça. pense est nécessaire. Vraiment, c'est un must pour chaque entrepreneur de faire ça. C'est trop important. Et ici, il y a plusieurs trucs qui étaient super intéressants dans ce que tu as dit. C'est au niveau. Donc, si j'ai bien compris, la première agence avec qui vous travaillez, c'était surtout on envoie du trafic. On vous envoie du trafic, on fait en Ouais. sorte d'optimiser le fait de vous envoyer du trafic. Mais quand tu es encore dans une démarche où tu
tu découvres ton marché, tu essaies de trouver ce qui fonctionne le mieux, etc. T'as pas encore Ouais, ton tunnel de conversion optimal, même s'il est jamais parfait, il faudra toujours optimiser. ouais, Il faut pas aller chercher, moi, c'est ce que je recommande, en tout cas, il faut pas aller chercher quelqu'un qui est uniquement focalisé sur je vais te faire de l'awareness et t'envoyer du trafic dans ton tunnel, puisque ton tunnel, c'est même pas ouais, s'il est bon. Donc c'est mieux d'aller exactement. chercher quelqu'un déjà, qui a une taille qui est plus ou moins similaire à la tienne, Tout à fait. comme ça tu seras bien traité et tu ne seras pas un tout petit poisson par rapport au client habituel de l'agence avec laquelle tu travailles ou de ton partenaire. Ouais, Et puis, effectivement, avoir quelqu'un qui a une approche un peu plus globale, top level, qui va pouvoir regarder l'ensemble du tunnel de conversion. Ça, c'est ouais. ultra important. Parce que, comme tu disais, si Ouais. tu fais rentrer plein de gens dans un gruyère, ça sert à rien. C'est exactement ça. T'as raison. Voilà, on a fait un petit peu l'erreur, mais avoir une agence de la même taille plus ou moins que ta boîte et qui va t'accompagner et qui va vraiment deep diver dans ton produit pour comprendre, ça fait toute la différence parce que t'as pas envie d'aller amener du trafic dans une passoire, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est Ouais. voilà, t'amènes du trafic, mais au final, ta conversion, elle est nulle parce que ton funnel n'est pas bon et tu dois avoir des gars qui sont 100% alignés avec ton business, qui comprennent tes nouveaux produits, ta stratégie, comment tu le fais, comment est ton funnel. Je crois que c'est clé. Je crois vraiment que c'est Mhm. clé. Ouais, c'est important de le rappeler parce que encore récemment, j'ai eu rendez-vous avec un prospect où quelle était l'erreur qu'ils avaient commise. Bah, c'est tiens, on veut se lancer dans le digital, on n'y connaît rien. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, le réflexe, on va aller vers une grosse agence qui a des gros comptes parce que si elle a des gros comptes, ça veut dire qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Et nous, en fait, on est petit par rapport à ça. Et puis on va se payer peut-être 70 000 euros ou 100 000 euros pour avoir un truc de fou. Et puis au final, on se ramasse le travail final et on sait rien faire avec parce qu'il n'est pas adapté à la taille de notre entreprise. On va Ouais, devoir encore payer plein de gens pour exécuter la stratégie qu'on nous a créée. Donc ouais, ça, c'est une erreur commune et je pense c'est bien de rappeler qu'il faut éviter de faire ça, qu'il faut plutôt aller vers des entreprises qui font une taille similaire à la nôtre et qui vont nous permettre d'avoir ouais, des budgets acceptables aussi. ouais. Ouais, Ah, voilà. ouais, je suis 100% d'accord avec toi, hein. C'est vraiment cette notion un peu de skin in the game, quoi. Il faut que les mecs, ils aient envie de se mouiller avec toi, qu'ils aillent avec toi, qu'ils se bougent. Je crois que ça fait vraiment la différence. Et puis, enfin, quand tu réfléchis conceptuellement au modèle de l'agence, qui généralement va prendre un pourcentage sur le budget média de la boîte, bah, c'est sûr que s'ils ont Compliment et qu'à côté de ça, ils ont Decathlon et Deleuze, bah, oui, le budget de Deleuze et Decathlon, ils sont comme ça et ils dépensent et Ouais, c'est eux, ça. ils viennent chercher leurs 10% derrière sur le budget média. Bah, de facto, tu es plus intéressé d'aller mettre tes bons éléments et de mettre ton temps sur le gars qui va te rapporter ton cash, même si tu dois investir dans l'avenir et travailler sur des petits comptes, peut-être comme les nôtres. Mais c'est là que tu prends pas les bons éléments, quoi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, Voilà, voilà. ici, je pense qu'on arrive à la fin de notre temps imparti, parce que Ouais. tu vas devoir aller J'ai à encore un 5 autre minutes si rendez-vous. tu veux. Ok. Bah ici, pour conclure, tu avais prévu un petit cadeau apparemment pour les auditeurs auditrices de cet épisode de podcast. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit? Ouais, 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 ouais. Donc, pour vous inciter et pour essayer, si vous voulez tester Compliment, en fait, on offre 30% sur l'abonnement Compliment avec le code Odyssem30. J'imagine que tu le mettras en lien en Yes. dessous. Donc, si vous avez envie de tester, le test est gratuit, la consultation est gratuite. Si ça vous tente, ben, n'hésitez pas à tester et vous avez 30%. Voilà, voilà. C'est Donc, génial ça. Donc pour en profiter, il faut aller sur le site ouais. compliment.me.me, c'est ça? Voilà, vos compliments.me, vous faites le test en ligne, vous aurez des recommandations et vous avez le droit à 30% sur votre premier mois avec le code Odyssem30. Génial, bah, je mettrai les infos en description de l'épisode. Je sais pas si tu as un truc à ajouter pour conclure? Peut-être un conseil résumé de ton expérience entrepreneuriale jusqu'à maintenant? Euh, alors, je pense que le bon conseil, c'est vraiment la flexibilité. Ne jamais rester sur son intuition, ses acquis et se dire, ah, ok, mon produit, c'est comme ça que je le vois. Quand on regarde mon expérience de Share My Park, je suis passé d'un un peer-to-peer, un B2C à finalement un SaaS. Et quand on est sur Compliment, on passe d'une solution avec une distribution d'acquisition purement B2C vers du B2B2C
Euh, on voit que voilà, en fait, on entend des erreurs, mais l'important c'est la résilience, réussir Ouais. à se remettre en question, bouger, pivoter, et c'est comme ça qu'on y arrive. Je pense que c'est même le cas pour toi aussi de ton côté, hein, c'est toujours se remettre en question, essayer, tester, et on y arrive, quoi. C'est clair, tout à fait d'accord avec toi. Bah, écoute, merci beaucoup encore une fois pour cette interview. Maintenant, pour vous qui nous avez écoutés, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite comme d'habitude à le partager autour de vous, au moins 2 ou 3 personnes qui pourraient être intéressées donc du coup par cet épisode. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour être sûr de manquer aucun des prochains épisodes. Et on se retrouve tout simplement dans la prochaine interview. Allez, salut tout le monde! Merci, salut!